Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. Vladimir Poutine est-il en train de devenir le maître du monde? À Alep, en Syrie, c'est bien l'aviation russe qui a permis la victoire de Bachar el-Assad. Et ce, à un moment où les États-Unis entendent se retirer des affaires du monde. Mieux, Donald Trump nomme dans son gouvernement des proches de Poutine. Vous retrouverez Bruce Toussaint à 17h46 dans C'est dans l'air, intitulé « Poutine, le marionnettiste ». Tout de suite, c'est-à-dire... Laurent Stefanini, bonsoir. Vous êtes diplomate, ambassadeur à l'UNESCO. Vous avez été chef du protocole de la République française à l'Élysée. Et vous avez dirigé cet ouvrage à la table des diplomates aux éditions Iconoclaste. On se rend compte en lisant votre livre ô combien la table est le lieu privilégié de la diplomatie. C'est même, dites-vous, Talleyrand qui avait cette expression qui parlait de la diplomatie des casseroles. C'est quoi la diplomatie des casseroles ? Il avait même une autre formule, c'était de dire qu'il valait mieux qu'on lui envoie un bon chef que de bonnes instructions. C'est-à-dire qu'en réussissant à convaincre ses interlocuteurs, en les traitant bien, il pouvait faire plus pour la France et la diplomatie française. Mais c'était quand même un peu une autre époque. À Vienne, 1815, Talleyrand joue l'avenir de la France. Est-ce qu'il l'a sauvé autour d'une table ? D'une certaine manière, oui. Parce qu'il a fait venir des grands chefs de Paris à Vienne pour impressionner tout... Il a fait venir des grands chefs. Il a particulièrement soigné la façon dont il recevait les chefs d'État et de gouvernements étrangers. Wellington. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, le roi Louis XVIII, qui est nouvellement revenu en France, est le seul à ne pas participer au congrès de Vienne. Et donc son représentant, le ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, avec tout son passé sous l'Empire, a un rôle essentiel et qu'il faut qu'il séduise. Alors, il faut plaire. Quel est le rôle du vin dans ces dîners ? C'est un rôle important, c'est pas un rôle exclusif, mais on choisit les vins, on en choisit plusieurs, on choisit ceux qui vont bien avec les plats que l'on sert. Je dirais que c'est une tradition qui remonte plus au XIXe siècle qu'à l'époque contemporaine. Attendez, vous dites dans votre livre, un bon buveur réussit parfois mieux qu'un homme sobre à traiter avec les ministres des pays du Nord, pourvu qu'il sache boire sans perdre la raison, mais en la faisant perdre aux autres. On essaie de saouler son... Oui, ça, ce sont des instructions qui datent de 1650. Maintenant, c'est encore vrai aujourd'hui, non ? Maintenant, malheureusement, nous sommes sous le contrôle de la presse et, par conséquent, on boit beaucoup moins. Alors, 1650, parce que ça n'est pas nouveau que d'utiliser la gastronomie pour des questions de prestige national. L'Ancien Régime le faisait. Qu'offraient les rois de France, je sais pas, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ? Un petit peu la même chose que ce que nous offrons aujourd'hui, mais en des quantités plus grandes. Il y avait évidemment... Pourquoi ? On avait davantage faim à l'époque ? Les repas à l'occasion d'un mariage ou à l'occasion d'une rencontre, comme le repas qui ouvre le livre, c'est-à-dire la rencontre entre François Ier et Henri VIII au camp du Drap d'Or en 1520, sont des rencontres non seulement de deux souverains, mais de deux systèmes de gouvernement, de deux cours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Donc il faut surtout assurer une quantité suffisante, avec des mets qui soient sains, c'est-à-dire qu'on attache peut-être un petit peu moins d'importance aujourd'hui à la qualité et un petit peu plus à la quantité. D'où l'importance aussi, par exemple, des poissons qui apparaissent souvent dans les différents repas. Avoir une table bien garnie, c'était montrer sa richesse, c'était faire étalage de sa puissance ? C'est tout à fait ça. C'est exactement montrer à cette époque-là, parce que si vous lisez le livre, vous vous rendez compte, et vous l'avez fait, vous vous rendez compte que, évidemment, le XVIe siècle ou le XVIIe siècle n'est pas la période contemporaine ou le XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez une évolution et que du repas ostentatoire où on met particulièrement de quantité en scène, on passe au repas plus gastronomique, voilà, plus raffiné, plus sophistiqué. Au XVIIe siècle, on impressionnait avec une profusion de plats qu'on touchait à peine d'ailleurs. On les renvoyait en cuisine et puis c'était les domestiques qui les... C'est vrai, c'était une façon aussi de nourrir d'abord et de servir toute une partie de la Alors, cour. Il y en avait un qui n'était pas un grand
stratège qui n'était pas très gastronome, c'était Napoléon. Combien de temps duraient les dîners ou les déjeuners avec Napoléon? On dit que Napoléon avait toujours, pendant ses campagnes, une aile de poulet ou une cuisse de poulet prête. Ouais. Mais ça ne l'empêchait pas de faire quand même des grands repas officiels dans les circonstances exceptionnelles, qu'il s'agisse de son mariage, de son deuxième mariage avec Marie-Louise en 1810, ou qu'il s'agisse des grandes rencontres de souverains étrangers qu'il a organisées sous son règne. Le mariage donc avec Marie-Louise d'Autriche 1810, ça avait l'air d'être quelque chose. Donc il y avait toute l'Europe qui était là. Il a voulu impressionner et montrer qui était le patron. Et alors ce qui était intéressant dans votre livre, c'est que c'est aussi un livre de cuisine. Vous avez demandé à des chefs de reconstituer les repas de l'époque. Donc, par exemple, ce qui était offert pour le mariage de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon Ier, le 2 avril 1810, c'était un suprême de brochet châtelaine. Et vous voyez dans le livre, il y a la recette. Si on veut, on peut avoir le dîner impérial, un brochet de 2,5 kg, du gros sel, du thym, 100 g de beurre, etc. Ce qui fait la force de ce livre, c'est que c'est à la fois un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre de gastronomie. Et en tant que livre de gastronomie, c'est un ouvrage collectif. C'est-à-dire que nous sommes en tout une quarantaine d'auteurs. Une vingtaine d'auteurs historiens et politiques et une vingtaine d'auteurs, des grands chefs, qui réinterprètent les recettes du passé et qui proposent effectivement 22 recettes. Alors, si on veut resservir le dîner pour la reine d'Angleterre, c'est à chaque fois du foie gras du château d'Yquem. Pourquoi ? Parce qu'elle aime bien ça et que, par conséquent, on veut lui faire plaisir. Vous savez, la reine d'Angleterre, c'est très particulier parce qu'elle est souveraine depuis très longtemps, depuis 1952, et qu'elle est venue 7 fois en France en visite d'État, et que, par conséquent, comme elle en a la mémoire, à chaque nouvelle visite d'État, la dernière était en juin 2014, pour le 70e anniversaire du débarquement, eh bien évidemment, il faut à chaque fois, à la fois la surprendre un petit peu, mais surtout lui faire plaisir et qu'elle ne compare pas avec les événements du passé en se disant c'est quand même moins bien maintenant. Et alors avec la reine d'Angleterre, attention, il y a tout un protocole, pas de faux. Par exemple, on ne touche pas la reine d'Angleterre. C'est Georges Pompidou, je crois, qui lui avait pris le bras. Ça avait failli créer un incident diplomatique. Ça arrive. Je pense que c'est aussi parce que la reine d'Angleterre n'est pas un grand gabarit. C'est une femme assez frêle, assez petite, et que par conséquent, elle n'aime pas qu'on, je dirais, la domine un petit peu trop. On s'aperçoit qu'évidemment, on essaye de faire plaisir à ses invités. Quand on en a 157 d'invités, c'était le cas lors de la COP 21, comment fait-on pour contenter tout le monde, sachant qu'en plus, on imagine que parmi les 157 chefs d'État, il y a des cultures, des religions différentes, donc on a vite fait de faire un faux pas. Là, il ne s'agit pas de servir du porc à... Tout à fait, tout à fait. Or, on ne pouvait pas non plus faire un service individualisé. Ouais. Donc, on a conçu, à la demande d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères en présidence de la COP 21, Laurent Fabius, on a conçu avec un certain nombre de chefs étoilés, un menu qui fasse appel à toutes les régions de France et à des plats qui soient consommables par tout le monde. Maintenant, on avait quand même demandé aux 157 chefs d'État et de gouvernement, tout au moins à leur entourage, s'il y avait des spécificités, et il y a eu un certain nombre de plats qui ont été servis uniquement à tel ou tel. François Mitterrand, qui avait voulu faire plaisir aux Chinois en leur offrant du fromage, racontez-vous. Oui. Sauf que... Oui, ben oui, mais... Bon, les Chinois ne sont pas très friands de fromage. À la table de l'Élysée, ces dernières années, il y avait toujours un service de fromage. Oui, mais les Chinois, bon, ils avaient fait semblant d'aimer, racontez-vous. Il y a une période de l'histoire de France où, à Paris, c'est une question que je vous pose, mais je sais que vous connaissez la réponse puisque je l'ai lu dans ce livre, une période de l'histoire de France où, à Paris, on a mangé du consommé d'éléphant, du chameau rôti à l'anglaise, du civet de kangourou, de la terrine d'antilope aux truffes. C'était quand, cette période ? C'est pendant le siège de Paris par les armées prussiennes et même d'ailleurs allemandes entre octobre 1870 et janvier 1871. Paris était donc isolé du reste de la France, était assiégé pendant 6 mois et il a fallu utiliser toutes les recettes, il a fallu utiliser plutôt tous les animaux disponibles et parmi ceux-ci, il y avait les animaux du Jardin des Plantes. Du zoo. Ça, voilà. Du zoo, et c'est donc pour ça qu'on les a cuisinés.
Ça nous a amusé de mettre pour prouver que même au milieu des pires difficultés, on arrive à se faire plaisir avec un consommé d'éléphant. À faire preuve d'imagination. Merci beaucoup Laurent Stefanini. Donc je rappelle votre livre À la table des diplomates. C'était aux éditions Iconoclaste. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Vladimir Poutine est-il en train de devenir le maître du monde? La victoire d'Alep a consacré la suprématie de l'aviation russe. Et ce, à un moment où les États-Unis disent vouloir se retirer des affaires du monde. Mieux, Donald Trump a nommé des proches de Vladimir Poutine au sein de son gouvernement. C'est dans l'air est intitulé ce soir Poutine, le marionnettiste.